Bonjour Jean-Louis Bourlange. Bonjour. Vous êtes député MoDem des Hauts-de-Seine, président de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale. Cet entretien, évidemment, est extrêmement fort, extrêmement marquant, extrêmement puissant. Il est pour partie prophétique. Et j'allais dire, il est glaçant même. Oui, il est glaçant. Enfin, Alexei Navalny avait tout dit sur Poutine. Quand il s'étonne que Poutine lui en veuille personnellement, on comprend, parce que Poutine a été mis à nu. La dimension... c'est Richard III, Poutine. C'est quelqu'un qui va au pouvoir sur un long escalier de massacre, un long escalier sanglant, qui accumule une fortune absolument inimaginable que Navalny avait débusqué. Moi, je ne connaissais pas Alexei Navalny, et j'avais eu des contacts assez étroits avec Boris Nemtsov, qui a été assassiné dans des conditions épouvantables également. Et je dois dire que ces héros de la résistance russe sont vraiment admirables, parce qu'ils savent très bien qu'ils n'ont aucun débouché à court terme, mais qu'ils représentent ce qu'il y a de meilleur dans le peuple russe, dans l'âme russe, et ils vont jusqu'au bout, jusqu'au sacrifice de leur vie. Nemtsov, je me rappelle, je lui avais dit, est-ce que vous ne croyez pas qu'il faut être prudent, etc. C'était au début, au milieu des années 90, c'était encore une Russie qui s'émancipait. Il m'a dit, je comprends pas, vous autres occidentaux, vous autres, dans l'Europe occidentale, vous prêchez toujours, quand je les rencontre, la modération, la prudence. Nous voulons la démocratie, et nous sommes prêts à prendre tous les risques pour l'obtenir. Mais en fait, il semblerait que les démocrates aient toujours du mal à conceptualiser le mal, ou en tout cas le mal jusqu'au boutiste. Dans la façon dont Navalny parle de son propre sort, il y a presque une forme de romantisme dans ce que vous nous racontez aussi de Nemtsov, comme s'il pensait presque que c'était impossible qu'un autocrate aille jusqu'à ces extrémités-là. Oui, il y a la double dimension. Il y a l'idée qu'ils ne pourront pas le faire, ils n'oseront pas. Et puis en même temps, il y a cette dimension sacrificielle du héros russe. C'est un peuple qui a toujours produit des héros sacrificiels à la guerre, dans la révolution. Dostoïevski a tout dit là-dessus. Et Navalny, comme Nemtsov, Navalny de façon infiniment plus spectaculaire, parce qu'il s'est livré lui-même. Enfin, c'est une démarche quasiment christique. Il s'est livré à ses bourreaux pour montrer qu'il défendait quelque chose de plus grand qu'eux et de plus grand que sa vie. C'est un sacrifice personnel. Vous vous rappelez, quand il est reparti en Russie, tous ses partisans lui disaient « N'y va pas, tu vas mourir ». Il a dit « Je dois y aller, sinon je perds l'honneur, je serai considéré comme un traître et un transfuge par le peuple russe. Je me dois de faire ce sacrifice ». Et est-ce qu'il savait que ça le conduirait à une mort assez rapide? Je crois qu'il ne pouvait pas l'ignorer, même s'il espérait que quelque chose retiendrait le pouvoir. Mais justement, M. Bourlange, que va-t-il rester de ce sacrifice? On a vu des dizaines de milliers de personnes, enfin au moins 16 000, 17 000 à ces funérailles. Mais aujourd'hui, l'opposition politique n'existe plus. Les opposants sont emprisonnés ou en exil. Il y a une liste de plus de 13 000 personnes considérées comme des terroristes par le régime parce qu'ils ont une opinion différente de celle de Vladimir Poutine. Et le peuple qui se déplace pour dire son hommage à Navalny ne va pas dans les urnes dire autre chose. Non, vous imaginez le courage dont ces gens ont fait preuve, ces milliers de personnes qui se sont rassemblées autour de la dépouille de Navalny. Ils sont tous repérés, tous fichés, tous surveillés. Ils vont être l'objet de vexations continues, au minimum de vexations continues. Donc il y a un courage. Mais c'est vrai, le peuple russe est totalement asservi. Nous ne sommes pas dans un régime, comme on disait, de démocrature. Nous sommes maintenant dans une véritable dictature avec une dimension totalitaire, avec une prise en main idéologique considérable. Et la variable d'ajustement de Poutine dans la guerre d'Ukraine, une guerre qu'il a livrée très maladroitement, qu'il a largement perdu politiquement, qu'il n'a pas gagné militairement, la variable d'ajustement, c'est la souffrance de son peuple. Il tire sur la souffrance de ce peuple des chèques ininterrompus, et le peuple n'est pas en mesure de prendre conscience de la situation qui est la sienne. Il est atomisé, soumis, bien que ce que nous savons, c'est que il y a dans les classes moyennes russes très grande méfiance, une très grande inquiétude, mais en même temps un fatalisme
qui est indiscutable. Alors, Monsieur Bourlange, est-ce que les opinions occidentales et les dirigeants occidentaux ont complètement pris la conscience de ce qui se passe, pour reprendre votre expression? Monsieur Kasparov, donc lui, est opposant à Vladimir Poutine, en exil aux États-Unis. Il répond à LCI, à Darius Rochebin, hier soir, et il dit au sujet de la proposition, en tout cas, la possibilité évoquée par Emmanuel Macron, vous savez, en dynamique, on ne peut pas exclure d'envoyer des troupes au sol. Il dit, monsieur Kasparov, il vaut mieux se battre aux côtés des Ukrainiens contre la Russie en Ukraine qu'aux côtés des Polonais contre les Ukrainiens enrôlés de force. Est-ce que cette théorisation d'une Russie qui irait jusqu'aux frontières polonaises, c'est une réalité? Écoutez, je ne sais pas ce que veut faire Vladimir Poutine, mais il est certain, il l'a dit, il a l'avantage, M. Poutine, de dire ce qu'il va faire. Et son projet est extrêmement clair. Nous avons eu du mal à l'admettre. Parce que c'était l'héritier d'Helsinki. Helsinki avait clairement, il avait des défauts, Helsinki. Et il est parti en disant j'ai échoué. Et il est mort en disant je regrette d'avoir installé Poutine au pouvoir. Mais Helsinki avait choisi de développer ses liens avec l'Occident et de faire évoluer la Russie peu à peu vers le camp occidental. Là, c'est le contraire, nous le voyons bien. Il est absolument décidé à reconstituer, il l'a dit, l'Empire. C'est un homme du KGB qui a assisté désespéré à l'effondrement de l'Empire soviétique, qui a gardé du KGB l'horreur de toutes les méthodes les plus horribles qui soient, l'assassinat, le chantage, l'intimidation, la corruption, etc. Et qui, clairement, sur l'Ukraine, il dit très bien que ce qu'il veut, c'est pas une partie du Donbass, ce qu'il veut, c'est la vassalisation totale de l'État ukrainien, que les États baltes doivent revenir dans le giron russe, et ils pèsent très fortement sur la Lituanie, sur l'Estonie, et sur, évidemment, on le voit sur la Moldavie maintenant. Donc, si nous cédons, si nous perdons, ça sera, pour faire une comparaison avec les années 30, ce sera aujourd'hui. Aujourd'hui, nous commémorons, si je puis dire, la réoccupation de la rive gauche du Rhin par Hitler. On a vu ce que ça a donné. Kasparov compare d'ailleurs Poutine à Hitler. Il dit, un peu dans le prolongement de ce que vous racontiez, Hitler avait tout annoncé de ce qu'il souhaitait faire, et Poutine fait exactement la même chose. Il y a des points, il faut pas identifier, les dictateurs sont différents, les ressorts idéologiques sont différents, mais le projet, la violence du projet est identique. Monsieur Bourlange, aujourd'hui réunion au format Saint-Denis à l'Élysée. Donc les chefs de parti vont retrouver Emmanuel Macron. Justement sur la question ukrainienne, l'expression que je citais tout à l'heure, en dynamique, on ne peut pas exclure d'envoyer des troupes au sol, ça ne passe pas. Et le président de la République se trouve politiquement isolé. Est-ce qu'il a fait une erreur avec cette phrase? Écoutez, je pense que je ne suis pas d'accord avec la formulation qui a été utilisée par le président. Je trouve qu'il aurait pu dire les choses autrement et de manière plus compréhensible, et pour ses alliés et pour les Français. Mais sur le fond, il a raison. Qu'est-ce que dit en réalité le président de la République? Il dit que nous ne pouvons pas, que l'Ukraine c'est pas un pays comme les autres, c'est pas comme l'Afghanistan, le Mali, un pays allié, un pays ami, mais dont nous pouvons partir sans que nos intérêts vitaux soient engagés. Ce que dit le président, c'est que Lloyd Austin, le secrétaire à la défense américaine, dit la même chose, c'est que si l'Ukraine tombe, si Poutine parvient à ses fins, c'est nos intérêts vitaux d'Européens qui sont en cause. Et donc nous ne pourrons pas en rester là. Alors il faudra à ce moment-là passer à la vitesse supérieure. Quelle sera cette vitesse supérieure? C'est à définir, mais ça implique une chose, c'est qu'on agisse tout de suite, très fortement, pour éviter cette... Ça fait 2 ans qu'on dit ça, monsieur Bourlange. Oui, ça fait 2 ans qu'on dit ça. Ça fait 2 ans que je rame comme un malade pour que les gens se persuadent de ça. D'ailleurs, à LCI, vous faites énormément de travail. Je viens souvent sur votre plateau pour participer à cet effort. Oui, mais il y a des changements qui se font. Ce qui s'est passé dans la conférence provoqué par le président de la République pour l'organisation de ce qu'il appelle des coalitions capacitaires, un mot un peu compliqué, mais qui dit bien quand même ce que ça veut dire, c'était très positif. La proposition de la Commission, qui a été très largement inspirée par la France, qui vise à appliquer à l'Europe de la défense les mêmes logiques que celles que nous avons mises en place pour le Covid, là aussi, ça a un retentissement. Et je me réjouis que le président ait dit à Prague qu'il acceptait la proposition des Tchèques qui consiste, puisque nous ne sommes pas en mesure
aujourd'hui de produire les munitions et les armes en quantité suffisante pour répondre à un besoin immédiat des Ukrainiens que nous achetions ces munitions sur étagère. Ça, c'est un saut important. Ça veut dire que nous sommes conscients que ce qui est attendu de nous, c'est ce que nous allons faire maintenant et pas dans 6 mois, dans 1 an ou dans 10 ans avec l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, qui est un beau projet, mais qui n'est pas à l'ordre du jour. Qui est un projet un peu plus lointain. Un dernier mot plus politique, s'il vous plaît, Monsieur Bourlange. Vous avez qualifié ce gouvernement de, je vous cite, de gouvernement RPR. Ah non, j'ai pas du tout ça. Ah bon, j'ai lu ça, moi. En tout cas, est-ce que vous n'avez pas... Alors, n'avez-vous pas dit qu'il valait mieux être en soutien et ne pas participer, plutôt que de participer et ne plus être en soutien? Je crois qu'il faut être clair. Et j'ai estimé, dans la première... Parce que le gouvernement a été composé d'une façon assez baroque, vous l'aurez remarqué. Oui, en 2 temps et sur de la longueur. En 2 temps, avec un énorme intervalle. J'avais dit que quand on voyait la première distribution, on avait un ministre, remarquable d'ailleurs, Marc Fesneau, et il y avait 6 ou 7 personnes qui étaient issues de près ou de loin de LR. Et je disais simplement, comme disent les syndicalistes, le compte n'y est pas. Et j'estimais qu'il fallait effectivement... Le compte y est désormais ? Il y a un rééquilibrage qui s'est fait indiscutablement, et la seconde fournée a permis de rééquilibrer, c'est évident. Mais le problème n'était pas du tout un problème de personnes. Nos personnes, ça compte, ça compte pour ceux qui rentrent au gouvernement, mais ce qui compte, c'est l'équilibre politique. Or, nous sommes tout à fait conscients au MoDem de la nécessité de ne pas faire l'impasse, loin de là, sur l'électorat populaire, sur un électorat attentif à la justice sociale. Nous croyons d'ailleurs que c'est ce qui va se faire. Mais il ne faut pas que la Macronie marche sur une jambe. Elle a 2 jambes. Mais est-ce que, et un tout dernier mot, est-ce que ce qui est annoncé par Bruno Le Maire et son ministre des Comptes publics là, ces grosses économies à venir, ça va dans le sens de ce que vous demandez? Moi, je crois qu'on ne fait pas des économies comme ça au rabot. Je pense qu'il y a un problème de gestion publique dans la France depuis des années, des décennies même, et que pour que ça s'améliore, il faut vraiment reprendre en main l'ensemble des modalités de gestion de l'État. Le rabot, c'est terrible. Et je donnerai un exemple. Moi, je suis très mécontent, en tant que président de la Commission des Affaires étrangères. Nous représentons l'ensemble des économies qui sont demandées au budget sur cette opération-là. C'est 1% des dépenses. Eh bien, dans le ministère des Affaires étrangères européennes, c'est 8%. Alors comment, au moment où on dit que tout est centré sur les enjeux géopolitiques, sur la dimension internationale, que c'est elle qui va peser décisivement sur notre avenir, on demande à ce pauvre ministère qui est très faiblement doté 8 fois plus d'efforts qu'aux autres ministères. Ça ne me plaît pas. Merci beaucoup, Monsieur Bourlange, d'avoir été avec nous ce matin en direct sur LCI.